C'est juste parce que ça, c'est quand même méga kiffant. Et le deuxième truc le plus kiffant dans nos business, enfin en tout cas pour moi, c'est voire même le top du top, c'est quand tu pionces et que tu te réveilles et que tu te rends compte que tu as gagné des thunes en dormant, quoi. Ça, c'est un truc, pour le coup, quand tu n'as pas fait de business en ligne, un petit peu au sens large, je pense que c'est pas quelque chose de très commun. Mais putain, qu'est-ce que c'est cool, ça. J'avais la liste qui traînait sur mon ordi de tous les WordPress de France. Je me suis dit Déjà, pourquoi faut pas aller partir tester, cette d'aller liste. leur vendre du page speed. Et j'ai spammé tous les formulaires de contact avec un truc automatisé avec, en mettant comme quoi leur site il était pas rapide, l'URL comme quoi ils pouvaient cliquer directement voir le page speed, etc. Et il y avait énormément de retours, des demandes de devis, des mecs pour nous contacter par téléphone, etc. pour faire la prestation, quoi, en fait. Ouais, bah là j'ai 70 appels en absence. Et après, en fait, la réalité, c'est que toi, tu faisais ça pour le test et tu t'en fous de vendre de la presta. Donc, en réalité, tu les as tous laissés t'appeler à blanc. Tu te dis, oh, c'est marrant, il y a du potentiel, ça marche. Et tu t'es barré. Et t'en as vendu combien des... 3, 4 ou un truc comme ça, ouais. À combien 300. Et vous avez fait ça 2 jours, quoi. T'as pas Ouais. répondu sur Ous, hein. Ouais, j'ai pas J'avoue. moi, je trouve surcoté. Je trouve que les podcasts sont vides. J'en ai écouté quelques-uns pour me forcer. T'en as écouté quelques-uns? Ouais, j'en ai écouté quelques-uns. J'ai l'impression que ça boucle sur du mindset. Et c'est bien, mais... Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anto. Hello les gars. Salut. Salut. Et petit rappel rapide avant de partir sur notre sujet du jour. Vous l'avez vu dans le podcast de la semaine dernière, on a prévu de faire un événement début 2024. Voilà, petit rappel pour ceux qui potentiellement sont intéressés et qui aimeraient bien faire partie des early birds qui pourront s'inscrire. Il y a un lien dans la description, premier lien que vous voyez, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email, votre nom. C'est juste pour dire que potentiellement vous êtes intéressé, ça n'engage en rien pour l'instant. Et nous, ça nous aide pour évaluer un petit peu la taille de l'événement qu'on va faire. En sachant d'ailleurs, pour vous tenir au courant, excuse-moi Francky, que là il y a eu beaucoup plus d'inscrits en très peu de temps que ce qu'on pensait, pour être tout à fait honnête. Nous, on avait environ, pour idée, une centaine de personnes sur l'event final, et il y a déjà presque le double d'inscrits. Et on est à peine, au moment où on tourne ce podcast, 24 heures après la sortie de l'épisode et de l'annonce de l'event. Donc voilà. Dans tous les cas, faites-le, ne repoussez pas ça à demain, parce que en réalité, je pense que les places sont assez limitées par rapport au nombre de personnes qui souhaitent assister à l'event. Et en tout cas, merci pour votre soutien là-dessus, c'est vraiment cool. Le sujet du jour, on a l'impression que le sujet de la semaine dernière du surcoté ou sous-coté vous a plu. On a eu pas mal de très bons retours dessus. Et du coup, en fait, il nous restait pas mal de questions qu'on pouvait se poser, sauf qu'on avait déjà atteint notre durée limite de podcast habituelle. Et du coup, on s'est dit, on va continuer sur cette lancée. Comme ça, on termine un peu les questions qu'on avait. Et voilà. Qui veut commencer ? Anto, il veut, là. Il est chaud. Regardez-le, il est pimpant. Je veux. Je me prends de court, comme on dit. SEO on-page / technique, sous-côté ou sur-côté ? Putain, il prend mes questions. Le peu de questions que j'ai, il les prend. Ah. Vas-y, Franck. Répondre ? Vas-y. On-page et technique, sous-côté. Sous-côté, clairement. J'aurais pas dit ça il y a quelques années. J'ai bien changé mon point de vue là-dessus. Là où avant, il n'y avait pas de problème d'indexation, où il y avait sans doute pas de problème de crawl en général et tout ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que maintenant, Google fait un grand tri et que, à part, encore une fois, il y aura toujours des exceptions, des gens avec des sites qui chargent en 3 secondes qui te diront « Ah ben moi, je suis premier sur ma niche ». Si tu es sur une micro-niche, un truc minuscule où vous êtes 10, en fait, Google, il faut quand même qu'il trouve un truc à mettre sur la première page. Donc, évidemment, tu pourras ranker. Par contre, dès que tu fais du compétitif, si tu n'es pas un minimum... que tu n'as pas un site qui est bien foutu, rapide, qui répond à tous les critères qu'on connaît pour les pages speed et tous ces trucs-là, tu te feras défoncer. Moi, je me suis fait défoncer. Donc je parle en connaissance de cause parce que j'ai des sites qui étaient assez dégueux, faits avec Elementor, très lourds, qui se sont fait péter en deux.
On parle pas des divers sujets type UX vraiment pas ouf et tout ça. Voilà, donc je pense que c'est sous-coté et que c'est le genre de critère qu'il faut prendre en considération maintenant. Est-ce que, juste pour complément, t'as changé du coup? T'es toujours sur Elementor ou t'as changé depuis? Non, j'ai changé. Je suis plus sur Elementor. Alors je sais qu'il y aura peut-être Adrien ou d'autres personnes qui bossent beaucoup avec, ou Cyril, qui savent bien optimiser du Elementor. D'ailleurs, j'avais pris Ocopo d'Adrien, mais en fait, je l'ai pris et en même temps, j'étais en train de tester, moi, GeneratePress avec GenerateBlock, qui est souvent recommandé par Authority Hackers. Et du coup, je suis plutôt parti là-dessus. Ça réduit légèrement le champ des possibles quand tu es débutant, je trouve. Elementor est plus simple pour faire des trucs à peu près corrects. GeneratePress avec GenerateBlock est un peu plus complexe si tu veux aller loin et faire des très beaux designs. Mais tu peux trouver facilement soit des templates déjà tout faits, soit des gens qui sont experts là-dedans, comme pour Elementor d'ailleurs. Peut-être que je reviendrai à Elementor un jour. J'aime bien en fait. Mais c'est juste que là, du coup, je suis parti sur GeneratePress. Ok. Moi, du coup, pour répondre à la question, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est sous-coté. Je vais juste rajouter, à la limite, tu disais que ça n'a pas toujours été le cas. Et en fait, je pense que les choses ont aussi beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de se faire chier à ce point. Tu l'as dit, il n'y a pas de problème d'indexation. On pouvait faire des sites sans se soucier autant du côté technique, du design, de l'UX et tout. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus le cas. Et c'est, pour le coup, c'est un truc que je subis complètement parce que c'est pas mon fort du tout. Donc voilà. En fait, je pense que ça, faut vraiment trouver des gens pour le déléguer. Tu vois, typiquement des Adrien ou des Cyril qui sont. Enfin, nous sur la communauté Wizard qui en parlent de temps en temps. Ouais, si tu arrives à trouver un thème rapide et tout qui fonctionne bien dès le début, c'est ok, tu vois. Et tu utilises toujours le même. Il te faut une Et bonne base, d'ailleurs, quoi. là, parce que je parlais de WordPress par rapport à ta question, Arthur, mais là, je pars sur un autre projet avec un pote qui est dev et on part sur un truc full custom fait avec Strapi qui est, honnêtement, j'ai jamais vu un truc aussi rapide. Ça me choque. Et pour moi, ce genre de move, là, le fait de partir sur vraiment du technique, très technique et quelque chose d'irréprochable techniquement, je pense que ça fait partie des meilleurs moves que tu puisses faire si tu veux ranker aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est sûr. Et c'est ce que j'allais dire pareil que vous, de toute façon, mais et encore plus sur des projets neufs, c'est sous-coté, sous-coté. Enfin, c'est tellement devenu important sur du projet quand tu startes que on peut passer à côté. Ok. Bon, prochaine question. Bah, vas-y. Alors, je suis pas sûr qu'on en avait parlé la dernière fois. L'emailing, on l'avait dit ou pas? Non, je crois pas. Bon, emailing, Non, on était dans mes listes. email marketing au sens un peu plus large. Surcoté ou sous-coté? Sous-coté aussi, je trouve. Bon, après, moi, j'en ai pas mal parlé, en tout cas dans nos premiers podcasts, j'en parle un peu moins. Je regrette là de pas l'avoir fait sur mon TikTok. Je sais pas, en fait, j'aurais dû catch des emails dès le début et là, enfin, faut que je le fasse. En fait, il y a plein de trucs comme ça, je me dis, faut que je le fasse et puis je le fais pas. L'email toujours très très fort. D'ailleurs, j'ai regardé un peu des formations liées au direct marketing où les mecs sont très très forts pour choper de l'email et convertir derrière sur des offres de merde, hein, vraiment des trucs où ils te vendent du vinaigre de cidre pour perdre du poids, enfin des trucs à la con. Et en fait, ils sont trop forts, ils spamment des pubs sur YouTube juste pour faire du lead email. Ils chargent des listes entières. Et derrière, ils bourrinent comme jamais. Et en fait, ça marche. Et ça, je parle du coup là du un peu sale qu'on peut faire avec l'emailing. Mais si tu fais de l'emailing propre en plus, alors on va revenir un peu sur la notion de branding. Mais bah toi, Arthur, tu l'as vu avec ta chaîne YouTube. Suffit qu'en plus de ça, les gens soient un petit peu attachés à toi, qu'ils savent que tu fais pas de la merde. Et je pense que ça permet de garder un lien, en tout cas, qui t'oublie pas directement s'ils regardent pas toutes tes vidéos YouTube. Euh, ou quand tu as un blog, par exemple,
et ben, les lead magnets, c'est très très fort. D'autant plus, je pense, quand tu offres quelque chose. Alors, je pense que du coup, tu as un petit mix de gens peut-être pas ultra qualifiés quand tu leur dis bah, inscrivez-vous pour recevoir tel guide gratuit sur tel truc. Malgré tout, après, tu fais un peu un tri dans ta base de données assez régulièrement pour qu'elle soit toujours très clean. Et ça te permet quand même de choper du monde que peut-être tu vas convertir dans 1 an. Parce qu'en fait, ils se boufferont tes emails régulièrement sur un sujet qui les intéresse. Je sais pas, tu as un blog sur l'équitation et tu fournis un guide gratuit pour apprendre à faire les plus beaux sauts avec ton cheval. Bon, bah, si à un moment tu vends une formation en ligne, par exemple, ou que tu as écrit un bouquin sur l'équitation, et que tu as régulièrement entretenu un peu cette flamme via l'emailing, bah, tu auras des ventes grâce à ça. Et c'est pas forcément direct, ça peut être vraiment avec un délai. Ouais, ultra puissant. Le seul truc dont t'as pas parlé, c'est le cold mailing. Je sais pas si peut-être Anto sera mieux placé pour à la limite expliquer vite fait ce qu'est le cold mailing et la puissance que ça a aussi. Mais c'était pas ouf. Vite fait, mais ouais, non, si, mais bien sûr. T'as eu des bons résultats en fait, c'est juste que t'as pas. Avec le truc de GSA. Bah ouais. Ah oui, c'est de avec le spam formulaire, c'est assez violent. Ça t'emmerde enfin, sans forcément rentrer dans le détail, mais tu sais, de dire un peu les chiffres que tu as fait par exemple, juste avec ça, parce que là on est typiquement sur un move d'Anto qui teste un truc et qui fait de l'argent, je sais pas trop comment, mais il en fait quoi. Non, mais moi je suis chaud que t'expliques ça. En fait, grosso modo, j'avais acheté GSA. Non, c'est GSA. Bref, on s'en bat les couilles, GSA Form, je sais plus quoi le nom. J'avais la liste qui traînait sur mon ordi de tous les WordPress de France. Et je me suis dit pourquoi pas aller tester, d'aller leur vendre du page speed. Et j'ai spammé tous les formulaires de contact avec un truc automatisé en mettant comme quoi leur site il était pas rapide, l'URL comme quoi ils pouvaient cliquer directement voir le page speed, etc. Et il y avait énormément de retours, des demandes de devis, des mecs pour nous contacter par téléphone, etc. pour faire la prestation quoi en fait. Surtout que tu l'as pas dit, mais tu as mis ton numéro de téléphone. Bah non, il avait mis un on-off. Ah, t'avais mis un on-off. À un moment, j'avais mis un on-off. Tiens, t'avais mis un on-off qui sonnait toutes les 2 minutes. Ouais, bah là, j'ai 70 appels en absence. Je sais pas si je pourrais le montrer, mais 70 appels en absence. Donc, pour résumer, tu te dis, tiens, je vais tester le cold mailing. Tu fais du contact sur du form en direct en automatisant tout ça. Tu envoies une offre en appuyant sur un point de douleur qui est la vitesse de chargement des sites des mecs de la totalité des WordPress de France. Ouais, en plus on avait fait un petit mail, sympa en disant que c'est le critère le plus important en 2023, qu'en gros s'ils le font pas maintenant, bah ils sont baisés, ils vont perdre des clients et tout. Et c'était ouf le retour quoi. Ouais. Et après, en fait, la réalité, parce que ça, je vais l'expliquer parce que les gens n'ont peut-être pas conscience, c'est que toi, tu faisais ça pour le test et tu t'en fous de vendre de la presta. Donc, en réalité, tu les as tous laissés t'appeler à blanc. Tu te dis, oh, c'est marrant, il y a du potentiel, ça marche. Et tu t'es barré. Et t'en as vendu combien concrètement, t'en as vendu une ou deux on en avait 3, je crois, 3, 4 ou un truc comme ça. Ouais. À combien 300. Donc, 3, 4 à 300 et vous avez fait ça 2 jours, quoi. Non ouais, c'est ça, c'était pour tester, quoi. Je pense. WP Rocket. C'était pour tester le potentiel. Enfin, voilà. Donc du coup, bon, évidemment, ça c'était plus pour l'anecdote, parce que c'est une des nombreuses anecdotes d'Anto qui sont toujours très chouettes à entendre. Mais en fait, le mailing, en effet, complètement sous-coté. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Que ça soit pour vendre des produits en direct à une audience, que ça soit pour capturer une audience, capturer entre guillemets, et s'assurer du coup de ne plus être tributaire des différents algorithmes, que des réseaux sociaux, Google, etc. Quand on a une base mail, bon bah on en fait ce qu'on veut, on vend ce qu'on veut, on communique comme on veut, et on peut tout à fait, quand on a quelques personnes qui apprécient ce qu'on produit sur Internet, le contenu qu'on produit, etc., on peut tout à fait vivre uniquement d'une base mail quoi, à terme. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de marketeurs, et les gens au final les marketeurs en question se contentent de capturer du mail pour pouvoir derrière juste travailler, optimiser leur base mail. Je pense, alors il y en a énormément parce que c'est un des nerfs de la guerre, hein, mais je pense notamment à Stan Leloup de Marketing Mania qui a communiqué récemment, alors je veux pas dire de bêtises, mais en valeur par email sur la totalité de sa boîte mail, il est monté à plus d'une 30aine d'euros par email. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est
énervé. Et en fait, quand vous savez faire de l'email, vous êtes les rois du pétrole. Donc, email sous-côté. C'est à toi, Franck, je crois. Ouais. Les formats short en tout genre. Sur-côté ou sous-côté? Sous-côté, de ouf. Question Sous-côté. Alors en ce moment, j'ai écouté pas mal des podcasts de créateurs très mainstream et très influents aussi. Donc complètement hors business d'ailleurs, voilà, des créateurs sur la muscu, etc. Et qui expliquaient que les shorts ont reboosté complètement la croissance de leur chaîne. T'as écouté Thibaut InShape chez Bazinga? Ouais. Ouais, je l'ai écouté hier aussi. Et en fait, il expliquait ça. C'était intéressant d'avoir son point de vue parce que lui, c'est vraiment un créateur ultra mainstream, Thibaut, qui au final a pas mal de bises liées à son très gros business, bientôt 10 millions d'abonnés. Et il expliquait lors de ce podcast qui est assez long que les shorts avaient complètement reboosté la croissance de sa chaîne et qu'en fait, il était passé de 50 000 abonnés par mois à 290 000 d'un mois à l'autre juste parce qu'il avait fait des shorts sur le mois d'après. Et le fait de savoir ça, donc le short, c'est très particulier parce que moi, en tant que créateur, par exemple, je j'aime pas faire des shorts parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Parce que la réalité, c'est que c'est pas quelque chose qui dure et c'est très frustrant quand on a une vision evergreen, quand on a une vision long terme, de se dire ça y est, là, stratégiquement, je vais produire du contenu parce que ça reste un travail colossal. Hein, quand on fait des vrais shorts et pas de la récupération de contenu, ce qui est déjà du travail, mais moins compliqué que quand on travaille vraiment ses shorts pour du short. Et voilà, donc moi je dirais que c'est sous-côté parce que ça permet vraiment d'accélérer de manière drastique sa croissance, mais parallèlement c'est pas évident de s'y mettre parce que contrairement à une vidéo de YouTube qui pourrait avoir de la traction sur plusieurs années, un short ça aura pas de traction sur plusieurs années quoi. Donc voilà. C'est marrant parce que alors moi du coup ce passage de ce podcast là, apparemment on a écouté le même. Je l'ai vu un peu de façon différente parce que moi, ce que j'ai retenu de ce qu'il dit, c'est qu'il dit si tu as 1 million d'abonnés sur un truc de format short, exemple TikTok, c'est pas du tout pareil que d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Parce qu'en fait, ouais, sur un YouTube, les gens s'accrochent à toi, ils te suivent pour qui tu es. Alors que sur un TikTok où des gens, moi j'en ai déjà vu qui ont des chaînes YouTube format short, mais uniquement format short. Et en fait, c'est des nobody complets. Parce qu'on peut te follow pour un format short, mais t'es un peu. T'es que 30 secondes d'un short parmi tant d'autres, en fait, comparé à du YouTube. Et du coup, sur-côté ou sous-côté, moi j'ai un peu du mal à répondre à ça. Je pense que c'est sur-côté par les personnes qui veulent faire sans doute un business long terme et qui se disent faut absolument que j'aille grind plein d'abonnés grâce au format short et je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire. Et par contre, sous-côté pour certains trucs, je pense qu'il faut vraiment mixer les deux en fait. Ouais. Du format long et du format short. Je pense que je me suis mal exprimé, parce que pour moi ça a toujours été ça dans ma tête en tout cas. C'est par contre faire du short pour faire du short. Je trouve ça dommage parce qu'en effet derrière pour moi il faut lier à du vrai contenu et dans le cas de Thibaut c'est ça qui était intéressant, c'est que lui il continuait ses vidéos et il voyait même ses anciennes vidéos prendre des vues et qui avaient des boosts de vues parce que les gens qu'il découvrait au travers de ses formats short sur YouTube, eh ben, ils allaient voir un peu son contenu et là ça prend tout son sens. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que par exemple faire une chaîne YouTube de short sur YouTube, c'est pas ouf quoi. Enfin ça me paraît pas ouf en tout cas si on fait que ça. En tout cas pas pour le business. T'es consommateur de short ou pas exactement. Pas du tout. Moi, je me sors TikTok quand je vais aux toilettes, pour être très franc. C'est déjà pas mal. Moi, je m'en sers pas. J'allais dire exactement pareil. Sous-côté, si tu as déjà une communauté et tu fais déjà des trucs ailleurs. Et sur-côté, si tu startes pour faire du contenu short et créer une communauté. Parce qu'au final, au bout de... Dès que t'arrêtes, c'est fini, quoi. T'es plus rien. Je pense que ça te fait pas une vraie communauté, en fait. Ça te fait des followers. Mais pas des gens qui vont vraiment être très pertinents. Tu le vois très bien avec les TikTokeuses assez connues qui sont connues sur TikTok. Quand tu vois leur nombre d'abonnés TikTok et ce qu'elles ont sur Instagram, c'est divisé par 10, par 20, quoi.
SEO local, sous-côté ou surcoté? Ou côté, à mon avis, bien fort, je dirais. C'est pas... ouais, sous-côté. Alors, ce qui est con, c'est que c'est une question qu'on aurait dû te poser, parce que ta réponse immédiate aurait été beaucoup plus pertinente que la mienne, ou que celle de Franck d'ailleurs, je pense. Mais je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi brièvement. Je pense que c'est globalement plus facile quand on a les compétences techniques pour le coup, parce que en local, les prérequis sont pas nécessairement les mêmes que sur du SEO plus global. La technique est extrêmement importante et concrètement tout le maillage interne d'un site local aussi. Et sans doute aussi toute une partie automatisation qui permet au travers du content spinning, donc le fait de... J'allais expliquer pour les débutants, mais je suis désolé, allez Google content spinning, c'est trop chiant à expliquer ce que c'est. Mais donc au travers du content spinning, au travers de plein de choses, d'arriver à créer des sites en peu de temps et de manière assez automatique. Je pense que dans ce cas-là, tu en es une preuve vivante en taux, mais le local est très sous-coté. Je n'irai pas plus loin pour te laisser de la marge. Vas-y, Anto, réponds à ta propre question et je répondrai après. Non, je dirais sous-côté. La seule difficulté, c'est de trouver la monétisation, par contre. Mais sous-côté est extrêmement accessible si tu es débutant en te focalisant sur quelques villes. Parce que mine de rien, c'est pareil, tu peux avoir du business assez facilement. Bah, je prends l'exemple de mon voisin, tu vois, qui a start sa boîte et c'est moi qui lui ai fait son site et tout. Et il s'est positionné très facilement sur une trentaine de villes autour de chez lui. Maintenant, tu vois, il a recruté 2 salariés et tout, et ça tourne uniquement grâce au site en local. Donc ça peut donner des idées, c'est vachement bien. Et il faut pas oublier non plus, je sais pas si c'est vraiment 100% sûr, mais normalement, le Google Maps disparaît de la SERP mars 2024. Hein. Donc le local va reprendre une autre partie aussi. Ok. C'est bon à savoir ça. Donc, voilà. Moi aussi, je dirais sous-côté. D'ailleurs, j'ai l'exemple, ça m'a fait rire, d'un micro-site que j'ai fait pour un tout petit business de location courte durée, qui rank première page sur plein de trucs locaux assez intéressants. Je sais que cette baraque est louée à 50%, je crois, grâce à ce site tout seul. Et après, le reste, c'est les plateformes de location shortlet. Le site, il a littéralement une homepage, une page avec des photos, zéro texte et une page de contact. Et je regardais comme ça pour, je sais pas, avant-hier, je crois, je regarde et je me dis, putain, c'est dingue. Il est première page sur plein de requêtes, il a 3 RD et tous les autres pages qui rankent, c'est des trucs avec entre 300 RD et 1500 RD, des énormes plateformes de location, des trucs comme ça. Et en fait, le site, il a fait sa place petit à petit. Et à lui tout seul, il pourrait faire vivre le biz. Et c'est assez et ouf. si tu as une bonne monétisation, le local, c'est stratosphérique. Hein. Le plus dur, c'est de trouver ton business model sur le local. Bah pour ceux qui veulent automatiser, pour ceux qui sont à un niveau un peu plus élevé, tout ce qui est de type annuaire, par exemple, de métier, automatisé avec Spin et tout ça, et derrière mettre du vite un devis, par exemple, il y a clairement moyen de faire des trucs pour ceux qui savent faire ça. Mais sinon, comme tu l'as dit, hein, pour juste faire du rank and rent, par exemple, t'habites dans un patelin. Pour moi, c'est le meilleur biz. Ouais. Ça, c'est un bon biz. Tu trouves je sais pas moi, le vitrier du coin, tu lui dis, voilà, moi j'ai ranké un site, j'ai 10 demandes de devis par semaine, est-ce que ça t'intéresse? Tu loues, tu mets direct son numéro de téléphone dessus et puis c'est réglé. C'est des bises qui sont accessibles, je pense, à pas mal de gens et d'ailleurs peut-être à des débutants. Au lieu de, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dans la vente de liens. Personnellement, tu vois, je préférais monter un petit site local et trouver un mec à louer que de faire de la vente de liens. Tu vois. C'est ça. Après, par contre, faut être local dans des villes de taille petite, moyenne, on va dire. C'est sûr que si tu habites à Paris ou à Lyon et que tu veux ranker sur Vitrier Paris ou Vitrier Lyon, c'est chaud. Par contre, tu habites à je sais pas quoi, les Trois Canards, quoi. Bah, là, c'est faisable.
Et après, par contre, c'est de l'humain, quoi. Faut décrocher ton téléphone, appeler des gens, Ouais, dire c'est ça en fait. bonjour, Mais... fais de la location de la page, lui expliquer parce que tu vas tomber sur quelqu'un qui va pas du tout comprendre la plupart du temps. Et voilà, Attends, je vais regarder un truc, c'est ça un me fait vice qui penser. existe. Hein. Vas-y. Non, bah voilà, moi j'ai donné ma petite réponse. Je pense que c'est sous-coté et qu'en plus de ça, c'est pas si compliqué que ça des premières choses que j'ai vues. Et en plus de ça, le local, comme l'a dit Arthur, le content spinning, il y a clairement des trucs à faire et peut-être même l'IA, je pense. Ça, pareil, Moi, je je pense regardais, que tu vois. c'est plus une question. Anto, je suis pas sûr que tu entendais la question. Aujourd'hui, en local, tu choisis content spinning ou IA? Ou les deux? J'ai pas testé trop d'IA, mais il y a un truc qui est sorti sur Romain, là, je sais pas son prénom, qui fait beaucoup de. Qui a l'outil content spinning, là. Tu sais, qui fait beaucoup de géologue aussi. Alexandre. Je crois Bon, Alexandre. bref, je connais pas son prénom. Et il Je expliquait suis que pas sûr. moins tu mets de texte maintenant, et parfois mieux ça marche. Et je suis assez d'accord. Ah ouais? Ok. Vraiment répondre bien à l'intention, tu vois. Surtout sur des listings d'entreprises et tout. En vrai, mettre des pavés de 1000 mots sur c'est quoi un charpentier, en vrai, tout le monde s'en bat les couilles. Donc, au lieu de parler de la ville, tu fais un petit texte à trous avec, par exemple, le nombre d'artisans qu'il y a dans la ville selon ton listing. Des petits trucs comme ça marche bien. Et pour rebondir, c'est 14%, tu vois, Airbnb en frais. Et tu vois, si techniquement tu fais plein de petits sites comme ça et tu loues à des hôtes au lieu de passer par Airbnb, tout le monde est gagnant dans l'histoire, quoi. Ouais, clairement. Donc, Moi, j'aurais il y a tendance à plein de dire petites choses à faire sympas. pour répondre à ta question, Franck, je pense que le content spinning reste le plus optimal sur du local. Parce qu'en Ok. fait, l'IA, je Ouais, pense je pense. que tu arrives vite à des coûts exorbitants, contrairement à du content spinning où tu vas peut-être acheter une prestation pour avoir un master spin de qualité. Et une fois que ton master spin est en place et qu'il est fonctionnel, tu peux vraiment bourriner dessus. Par contre, tu peux te servir de l'IA, moi c'est ce que je faisais, tu peux te servir de l'IA pour créer tes master spin. Tu mets ton texte, tu Ouais. mets phrase par phrase et tu lui dis ressors-moi 10 phrases qui ont le même sens et il va te refaire plein de phrases et ainsi de suite, tu vois. C'est plus une aide maintenant au content spinning que faire de... Donc voilà. Surtout que je pense que si tu lui expliques le concept du content spinning, il peut te le faire. Ah oui, l'IA master peut Il le spin, content hein. spinner. Il le spin. C'est ça. Il le spin. Ok. Ouais. Alors, bah justement, on n'en a pas parlé encore, il me semble. L'IA, sous-côté ou surcoté? C'est marrant, je l'avais aussi, mais pas comme ça. Moi, Ouais, j'avais mais dit j'allais en deux l'IA parties. pour tout. Ah. Sur-côté ou sous-côté. Ok. Anto, vas-y, commence. L'IA rédaction de contenu, je trouve surcoté, surtout quand t'es débutant. Un peu, c'est genre le nouveau truc à la mode, mais si tu ne le maîtrises pas, tu fais plus mal que ce que tu vas gagner. Par contre, sous-coté de ouf sur le développement. Sur le développement, c'est incroyable. Meilleur outil au monde qui est sorti. Ça, après, Vraiment. tu te retrouves avec plein de mecs offshore sur Upwork qui sont. Ah ouais, mais des tu sais que pseudo-développeurs j'utilise plus éclatés. Upwork. Ah, ok. J'utilise plus Upwork. Vraiment. Genre, j'utilise que ChatGPT. Je préfère perdre une matinée à avoir un truc parfait comme je veux que perdre du temps sur Upwork. Ouais. On avait un podcast qui disait que Anto avait viré son dev à cause de ChatGPT. Ah bah c'est vrai. C'est la Maintenant, réalité. c'est officiel. Surtout que maintenant, avec le nouveau, je sais pas c'est quand Arthur qu'ils ont fait la mage là, il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines où tu peux mettre beaucoup de contenu, mais vraiment hardcore par rapport. Même, enfin Je j'ai sais pas l'impression qu'il exactement écrit beaucoup quand. plus. Mais, Mais par contre, maintenant, il t'arrives à lui est mettre des capable codes sources, il est capable de follow-up, tu peux lui dire continue. Et Ouais, c'est ça, parce continue, que, parce que maintenant, je lui dis, je vais t'envoyer tous les fichiers par exemple, il m'avait déjà fait 15-20 fichiers PHP, je lui dis, je vais t'envoyer les 20 fichiers et tu me fais tel fichier par rapport à tout ce qu'il y a avant. Et en fait, il va lire, boum, 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 et il va me refaire un fichier nickel, tu vois. Depuis un plugin, tu fais ça ou ça, tu c'est fais ouf. ça tu l'envoies dans un Ah non, plugin je le quand fais tu fais ça? dans le... Ouais, ok. Ah non, je le fais à la main dans l'interface. Ok. Ouais, c'est super puissant, en effet. Franck? Pareil qu'Anto sur la rédac surcoté, je trouve. Et actuellement, par exemple, on voit beaucoup sur Twitter de gens qui disent ah oui, mais moi je lance des trucs en IA, regardez comme ça monte fort et tout. Ça monte. Je pense que personne met après les screenshots du moment où ça redescend, mais moi j'ai eu beaucoup de retours du moment où ça redescend. C'est une réalité. Après, il y a vraiment les IA sûrement qui doivent être un peu claqués.
Et peut-être que certaines personnes ont vraiment des prompts tellement propres et tellement humanisés que C'est pas du tout une question d'humanisation pour moi. Mais... Ouais, moi, j'en suis persuadé pour le coup. Donc Après, pour moi, c'est une question, c'est toujours la seule problématique unique, c'est est-ce que le contenu répond à l'intention de recherche. C'est le seul truc. non, le reste, on s'en bat les pour couilles. moi, c'est de la flûte, ça. Pour le coup, j'ai testé fort. Hein, donc, je dis pas ça, je le sors pas de mon chapeau. Hein. C'est les mecs... trucs qui tiennent depuis, je sais pas, 6, 8, 10 mois. Ouais, plus d'un an. Plus d'un an. Ouais, ça tiendra. Des trucs avec de la concurrence sur le sujet ou pas? C'est de la PA, quoi. Donc oui, de la concurrence. Après, c'est de la concurrence de vente de liens. C'est pas ce que j'appelle de la concurrence. Oui. Moi, pour le coup, je fais pas. Je l'ai toujours dit, je fais pas d'IA sur des monésites. Donc, je fais de l'IA sur des trucs où je vends des liens. Je fais de l'IA sur des sites de test. Je fais du lien. J'ai des trucs qui montent comme ça. Donc, l'IA fonctionne et tient. C'est des trucs qui tiennent sur le long terme. Ouais. J'ai des trucs qui tiennent sur le long terme et en effet, moi aujourd'hui, les gens, il y a certaines personnes qui sont matrixées, qui font passer tout leur contenu dans des détecteurs d'IA par exemple, en mode ouais, mais c'est ce qui va me permettre. Moi, je veux pas qu'il soit détecté, je veux pas qu'il soit détecté. De toute façon, aujourd'hui, les détecteurs sont de plus en plus pertinents, de plus en plus puissants. Ça devient honnêtement très très difficile de passer outre un détecteur d'IA, même sur la partie francophone. Donc Google, s'il devait aujourd'hui pénaliser un contenu parce qu'il a été écrit avec l'IA, ça ferait longtemps qu'il le ferait. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si le contenu est bon, qui répond à l'intention de recherche et que l'utilisateur qui arrive sur le contenu, il est satisfait parce qu'il a la réponse qu'il voulait, que ça soit un contenu IA fait par un clébard, ton hamster ou par ton rédacteur, c'est la même chose. Google s'en bat les couilles. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le seul truc, je le répète, c'est juste est-ce que ça répond à l'intention, est-ce que le contenu est de qualité. Donc, et la réalité, c'est maintenant la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est possible d'avoir un contenu fait à 100% par une IA de manière automatique qui répond parfaitement à une intention. Moi, je pense que sans que l'humain passe derrière, c'est impossible. Donc, il faut absolument que ça soit piloté, ou très compliqué en tout cas. Ouais, voilà, donc on passe à une étape supérieure. On n'est pas sur du full IA. Mais j'ai jamais dit que c'était du full IA. Je ne fais pas de full IA, voilà. à part justement sur des trucs, des contenus qui ont vocation à se positionner pour vendre des liens positionnés, c'est tout. C'est ce que font 90% des gens. Ouais, mais la réalité, alors si tu veux, on va partir un peu plus loin, c'est que là, demain, tu veux faire un site où tu veux vendre de l'assurance pour bagnole, en affiliation. Ouais. Et tu as un main keyword qui est assurance pour pas cher, assurance voiture pas cher. C'est ton mot-clé principal. Et ben en fait, la réalité, c'est que tu peux tout à fait faire de l'IA sur une page comme ça. Seulement, tu vas devoir, avec ton petit cerveau d'humain, aller regarder tes concurrents, analyser ton intention de recherche et faire tout le travail de SEO. Il n'y a pas de truc où tu vas générer ta page, la mettre en ligne et ça n'existe pas. Donc, tu vas devoir péter les couilles. Donc, oui, tu ne peux pas automatiser, à mon sens, et de manière efficace de l'IA sur des requêtes comme ça et avec sur un projet qui a vocation à se positionner, à faire de l'oseille sur des requêtes concurrentielles. Ouais, moi je pense que tu finiras par te casser les dents et que tu disais Google n'a pas de raison de pénaliser ça parce que pour l'instant il y a pas mal de contenu IA qui est fait mais qui est encore du contenu humain. À partir du moment où tout sera auto-gangréné et que les IA se nourriront d'IA pour pouvoir faire du contenu IA et ainsi de suite, il n'y aura plus aucune valeur ajoutée de mon point de vue. Après, c'est... Et je pense que c'est dans ce genre de moment que les critères EAT, est-ce que c'est une vraie personne qui a vraiment testé un truc, par exemple, tireront clairement leur épingle du jeu, et c'est pas des gens qui auront fait de l'IA. Donc oui, je pense que moi, t'es borné, parce que là, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux faire un truc EAT et le faire avec de l'IA en parallèle. Tu peux piloter ton contenu avec de l'IA, accélérer partiellement pour te servir de l'IA pour accélérer sans pour autant avoir un truc full IA qui sort. C'est ça que je te dis, c'est qu'en gros l'IA elle reste utile sans pour autant qu'elle te fasse. En gros tu vas répondre à quelques paragraphes de ton texte avec ton IA et le reste ça sera du contenu humain. En grande partie ouais, bien sûr. Bah voilà, mais alors ça pour moi c'est pas ce que j'appelle du contenu IA. C'est un peu pareil que la réalité c'est que jusqu'à maintenant tu pouvais faire du copier-coller jusqu'à 40-50% de ton contenu et que ça passait. Ouais. Bah en fait ça revient un peu pareil mais avec l'IA. Tu auras toujours ton bloc humain qui te permet de passer les filtres et que derrière tu auras soit de l'IA soit du contenu copier-coller.
Et Ouais, que seulement tu ça passe. peux pas comparer un contenu généré par une IA à un contenu copié-collé. C'est ça. C'est juste de la formulation, c'est pareil. Je suis pas d'accord là-dessus, mais. Ouais, pour moi, l'IA, c'est. Après, comme quoi, on verra bien à l'avenir ce que ça nous dit. Hein. Mais je pense qu'on a un point de vue qui est pas si différent que ça. C'est juste que tu veux absolument t'opposer à l'IA, je mais pense que c'est... parce qu'on a à peu Non, près je le suis pas même opposé à avis. l'IA. Hein. Bah, Je suis pas. c'est ce que Mais non, je suis pas c'est ce que 100% t'en- opposé. Je l'ai dit, il y a plein de fois où moi je l'utilise, par exemple, je l'utilise pour des images. Je trouve ça très bien. Quel rebelle. Bah ouais, qu'elle rappelle. J'utilise de l'IA pour certains trucs. C'est juste pour du contenu. Moi, je trouve pas ça ouf. Et c'est aussi parce que j'ai pas eu des résultats de dingue. À chaque fois que j'ai posté des trucs, ça popait très fort, ça redescend. Donc en fait, à quel moment c'est censé bien me vendre la solution J'ai pas. Je pense que c'est comme tout, faut la maîtriser déjà aussi. Bien sûr. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Je vais juste, parce que sur le sujet de l'IA toujours, maintenant, prompt engineering, surcoté ou sous-côté. Toujours sur la partie IA, justement. Sous-côté de fou. La tête d'Anto, ça me fume. Vas-y, Anto. Bah, je sais pas, pour moi, je trouve, après, branlette un peu, mais sous-côté, parce qu'en vrai, c'est ce qui fait tout l'IA, donc... En fait, c'est qu'il y en a qui, par contre, j'aime pas les gens qui sont prompt ingénieurs, là, soi-disant, et qui ont fait trois vieux machins éclatés au sol, tu vois. Enfin, c'est plus ça qui me dérange. Donc, mais sous-côté, parce que c'est hyper important. Qui récupèrent les prompts de mecs aux US qui deviennent des prompts ingénieurs en France. Clairement, ouais. Mais voilà, mais à part ça, sinon, c'est hyper important, donc sous-côté. Ouais, pareil, sous-côté, parce que en effet, c'est ce qui fait toute la diff, en fait. Donc, il n'y a pas de... Ouais. On est d'accord. Bah, à toi, Franck. Alors... Ah, j'en avais plusieurs. J'en avais une qui était marrante. Oussama Hamar. Sur-côté ou sous-côté? Ah, salaud. Ça, c'est clivant, ça, comme truc. Bah ouais, justement. Vas-y, répondez. Vas-y, Anto. Surcoté. Honnêtement, surcoté. Après, je l'écoute pas, donc je peux pas te dire. C'est toi, tu le trouves surcoté parce que t'as vu 3 shorts. Ouais, voilà. Après, en vrai, il y a des trucs qui disent c'est bien. Donc, mais surcoté parce que tout le monde le prend pour un gourou, alors qu'en fait, je trouve qu'il a pas fait grand chose dans sa vie à part parler, quoi. Voilà. Non, c'est pas comme un Xavier Niel ou quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. C'est un très bon storyteller. Quel storyteller, mais je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Il est sous-côté pour j'aime bien Ous. Bah, sous-côté, il a une fame de zinzin, donc pour moi, sous-côté, c'est quelqu'un qui est pas jugé à la bonne valeur quand tu vois les vues qu'il fait et la puissance qu'il a aujourd'hui sur la scène entrepreneuriale, qui est encore plus grande que quand il était sur The Family, au final. Là, il a un impact colossal. Bon, son passé, ce qu'il a pu faire au niveau avec The Family, le procès qu'il est en train de manger en ce moment, les formations qui vont avec Yomi, tout ça, c'est une chose. Moi, j'aime bien le mec, globalement. J'écoute beaucoup. Je suis un gros consommateur de leur podcast sans permission, là, avec Yomi, Antoine, et souvent, il y a des invités en plus que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'écoute beaucoup ce podcast-là que j'aime bien, et j'ai un peu du mal, pour le coup, avec les gens qui jugent tous les dramas qui ont eu lieu. Bah, il y a eu énormément de polémiques sur TikTok avec les mythos, et ils en ont beaucoup joué. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que la moitié des trucs qui tournaient sur TikTok, c'est des trucs orchestrés pour qu'ils récupèrent de l'audience, parce qu'en fait, ils en ont fait des caisses derrière pour que les gens le repartagent. Regardez le mytho, regardez. Et enfin voilà, j'en rigole, mais globalement, je pense qu'il y a pas mal de bons à en tirer. En tout cas, ouais, ça donne des idées. Dans ce qu'il raconte, j'aime bien le mec, quoi. C'est à moi la question. T'as pas répondu sur Ous, hein. J'avoue. Bah, moi, je trouve surcoté. Je trouve que les podcasts sont vides. J'en ai écouté quelques-uns pour me forcer. T'en as écouté quelques-uns? Ouais, j'en ai écouté quelques-uns. Ouais. Je me suis tapé des 2 heures et demie, et
Et dedans, t'en as peut-être 10-15 minutes à récupérer, mais j'ai l'impression que ça boucle sur du mindset. Et c'est bien, mais enfin, ouais, c'est pas. Enfin, ça boucle pas que sur du mindset, mais sur des histoires, des trucs et tout. C'est intéressant. En fait, c'est sans doute très intéressant à regarder comme une série Netflix. Mais moi, c'est pas le genre de contenu qui m'intéresse. J'ai envie d'apprendre des trucs. Et du coup, par contre, Est-ce que je ça te suis plairait des podcasts. De quoi? pour Noël, une petite heure, un Better Call House, on te l'offre. Mais franchement, je suis même pas sûr. Je préférerais 100 fois une heure avec Tugan, quoi. Mais Ok. 1000 fois même. Mm. Je pense que tu as Ok, beaucoup ok. plus de choses à en tirer. Le seul truc pour lequel je serais très content d'avoir une heure avec Oost, c'est si j'avais des fonds à lever. Et que j'étais dans la Startup Nation et que je voulais monter une startup et lever des fonds. Mm. Là, évidemment, c'est lui que je vais voir. Le mec est trop fort pour ça. Il te storytell ton truc, derrière tu vas lever, c'est sa spécialité. Et c'est chacun son bise en fait. Hein. Il est très bon dans son truc, je pense. Écoute, c'est bien, il n'y aura pas eu que du négatif. C'est vrai. Les revenus passifs sur Internet. Ah, j'y vais? Ouais, je vais aller. Vas-y, Les revenus Anto. passifs sur Internet, sous-cotés ou surcotés? Surcoté. Surcoté, je dirais. Alors pourquoi surcoté? Je pense que quand on parle de revenus passifs, on peut rendre les choses passives à 66%, on va dire. Mais n'empêche qu'il reste un tiers, grosso modo, Enfin, il reste une partie du truc qui n'est pas passif. Et peu importe le business, généralement, ça restera le cas. Même si je pense qu'on a à notre table des wizards un énergumène qui me fait mentir et qui est capable de rendre des trucs passifs à 300%. Et voilà, donc tu auras peut-être un avis différent là-dessus. Mais moi, j'aurais tendance à dire c'est quand même globalement un mythe. En tout cas, pour ceux qui débutent, le côté passif, on branle rien. Là, dans la réalité, c'est même l'inverse, quoi. C'est ceux qui cravachent le plus et surtout de manière efficace qui réussissent à attirer leur épingle du jeu. Ouais, je suis d'accord. C'est surcoté le terme de revenu passif. Alors moi, le seul truc de vraiment passif que je connais à la limite, c'est d'acheter des actions à dividendes et tu as des dividendes qui tombent. Voilà, bon, ça c'est passif. T'achètes un site ou tu montes un site. Si tu fais rien dessus, il sera passif pendant 1 ou 2 ans, il va finir par crever. Et en fait, ça marche pour la plupart des bises. Si tu montes une communauté et que tu vends une formation ou qu'importe, ou un abonnement, un truc, si d'un seul coup tu disparais, bah tu vas continuer à avoir les abonnements qui rebillent un peu, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Si tu fais des réseaux sociaux, le jour où tu arrêtes, il y a à peu près tout qui s'arrête. Même si sur YouTube, tu peux avoir un peu des anciennes vidéos qui reviennent et ainsi de suite, qui continuent à être mis un peu en avant, c'est jamais du 100% passif. Tu es toujours obligé d'entretenir un peu le truc. Et je pense que le revenu passif a toujours été intéressant pour vendre. Tu vends quelque chose, ça fait rêver. Moi, c'est ce qui m'avait un peu fait découvrir le SEO et tout ça. Quand j'avais découvert le SEO, j'avais découvert cet univers du revenu passif. Et c'est sûr que c'est intéressant. Mais je connais personne qui bosse plus du tout. Et qui a, qui a monté des sites et qui bosse plus du tout. Ouais. Ça me fait juste penser à un petit truc, parce que c'est un peu en rapport avec le côté passif des revenus. Mais même si les revenus sont pas passifs à 100%, il peut quand même y avoir sur beaucoup de business, particulièrement sur l'affiliation, le côté où tu te barres en vacances et pour le coup, c'est pas comme si tu avais des clients. Non, mais c'est juste, je dis pas que tu disais pas ça, mais c'est juste parce que ça, c'est quand même méga kiffant. Et le deuxième truc le plus kiffant dans nos business, enfin en tout cas pour moi, c'est voire même le top du top, c'est quand tu pionces et que tu te réveilles et que tu te rends compte que tu as gagné des thunes en dormant, quoi. Ça, c'est un truc. Pour le coup, quand t'as pas fait de business en ligne, un petit peu au sens large, je pense que c'est pas quelque chose de très commun. Mais putain, qu'est-ce que c'est cool, ça. Donc là, t'as quand même ouais, bien sûr. Tu as le côté passif sans l'être, quoi. Tu vois, c'est pour ça la notion de... Non, mais en fait, tu peux même, par exemple, dans le cas, nous, d'éditeurs de sites, je pense que tu peux disparaître pendant 2 ou 3 mois
et que c'est pas très grave quand tu vas revenir et que tu retravailles, ça va très bien fonctionner. Ça peut être du semi-passif en fait. Et puis aussi, tu peux avoir du revenu passif en gagnant très bien ta vie, en bossant peut-être, je sais pas moi, entre 1 et 3 heures par jour max. Ce qui est quand même toujours mieux que la vie de la plupart des gens qui bossent 8 heures par jour. Et après, c'est toujours en fonction de tes ambitions, de combien tu veux gagner. C'est sûr que si tu bosses 2 heures par jour, à part si tu as des niches de fou et tout, il y a toujours des exceptions, mais tu vas pas forcément gagner aussi bien que quelqu'un qui bosse des 8 heures par jour. C'est sûr. Anto, les revenus passifs, toi, t'en as. Bah, j'allais dire, je dis surcoté parce que c'est compliqué à faire quand t'as pas de compétences. Par contre, je rejoins un peu Franck, si tu choisis bien les bonnes niches et si t'es pas trop gourmand, genre tu veux un petit SMIC amélioré, en vrai de vrai, en travaillant 1 heure par mois, tu peux les faire. En affiliation. Sur les bonnes niches et tout. Après, c'est aussi, de toute façon, si tu veux des vrais revenus, forcément, tu seras sur des grosses niches, des gros bis, donc les mecs en face, ils ont la dalle, donc tu vas te faire manger. Mais si t'es pas gourmand, en vrai, tu peux avoir du revenu passif. Ah ouais, clairement. Donc, T'es quand même l'un des seuls mecs que je connaisse qui, en appuyant sur un bouton, lance des sites qui lui font gagner en 6 mois plusieurs milliers d'euros par mois, hein, si je peux me permettre. Ouais, mais et là, pour le la coup, charge de travail qu'il y a eu avant. ouais, avant. Mais la réalité, c'est comme il le dit, maintenant, c'est c'est une heure par mois. On est d'accord là-dessus ou pas, Anto? En termes de même pas, maintenance. Voilà. De travail. Ah bah non, c'est non, même pas 1 heure par mois, c'est ouf. C'est 10 minutes par trimestre. Voilà. Le temps de faire la facture. Donc en fait, peu importe. Pour moi, la notion de passivité, c'est même s'il a mis 1 mois à créer son schmilblick, la réalité, c'est que lui, aujourd'hui, il a un truc qui est giga passif, pour le coup. Ouais, mais c'est c'est très spécifique et je pense que c'est important d'appuyer sur le fait qu'en effet... Et puis t'as les compétences. Ouais, et puis c'est pas les compétences, c'est des bêtes de compétences, quoi. Voilà. Ouais, c'est de l'automatisation, des trucs comme ça. On passe le cap de juste lancer ton petit site d'affiliation Amazon. Ouais. C'est pas un truc qui sera donné aux débutants. C'est une certitude. Voilà, c'est à qui? C'est à toi. C'est à moi. Expatriation, sous-côté ou sur-côté? Surcoté, parce que tout le monde dit que c'est plus facile à l'étranger. Et si t'es nul en France, tu resteras nul à l'étranger, quoi qu'il arrive. Peut-être t'auras du réseau, mais voilà. Par contre, sous-côté, si vraiment tu veux scale, parce qu'en France, t'as trop de barrières. Trop de barrières, trop de trucs compliqués, voilà. Ouais. Pour avoir vécu les deux, je dirais sous-côté aussi. Moi, il y a des trucs qui me retiennent en France, mais franchement, ça me gonfle un peu d'être ici, quoi. Pour la faire en très bref. Là, on pourrait rajouter au montage une petite musique triste, émouvante. Ouais. Et toi, Arthur? Ouais, je partage ce point de vue. En fait, je suis assez d'accord avec Anto sur le fait que j'ai du mal à... J'ai vraiment un espèce de blocage avec le fait de, ne serait-ce que là, de monter vraiment un business de taille, on va dire, en France, parce qu'il y a beaucoup de freins. Et encore une fois, je parle même pas des freins d'ordre fiscalité, donc ce que vous allez payer à l'État, mais vraiment des freins de la difficulté. Tout est difficile, j'ai l'impression. Vraiment, les choses sont pas simples du tout. Ouais. Vas-y, Anto. Il y a surtout quand tu travailles en affiliation, il y a des trucs que t'as pas le droit. Or même, je dis pas casino et tout, parce que ça c'est illégal quoi qu'il arrive. Mais il y a des niches que tu te fais défoncer. Enfin en France, t'as pas le droit de la faire parce que t'es français, t'es en France. T'as des mecs qui sont juste de l'autre côté, qui pillent le marché, et ils le saccagent, et ils ont le droit de le faire. Et toi t'as pas le droit de le faire. C'est ça qui est frustrant de ouf. Ouais. Pour moi. Ça c'est très spécifique, comme tu l'as dit, à certaines thématiques en affiliation qui sont des thématiques très rentables. C'est une réalité. Mais là, du coup, sur cette partie, donc, je trouve que tout est globalement très difficile, et encore plus quand tu as goûté ailleurs, en gros. Donc nous, à Malte, globalement,
les choses sont faites de manière carrée aussi, avec une structure, avec un comptable, avec des choses que tu as le droit de faire, pas le droit de faire. Mais tout est simple, tout est fluide. J'ai vraiment la sensation que ici, c'est moins le cas. Donc voilà, ça m'embête un peu. Je rejoins Franck là-dessus. J'avoue que c'est pas évident tous les jours. Et puis j'ai un peu l'impression aussi que ça, c'est un avis très, très perso et tout le monde ne le partage pas, j'en ai bien conscience, mais que ce qu'on va payer ici, j'ai pas l'impression de trop le retrouver, quoi. Disons que on est un des pays les plus taxés du monde. Et parallèlement, j'ai pas l'impression que la qualité de vie soit à la hauteur des taxes qu'on paye. Mais ça, encore une fois, c'est un avis assez perso. Et je rêve d'un jour où peut-être les choses seront différentes parce qu'on a aussi un beau pays en parallèle. Mais c'est pareil. Moi, je suis un peu tiraillé en permanence, quoi. Ok. L'affiliation Amazon, vu que j'en parlais il y a 2 minutes. C'est la prochaine. Surcoté ou sous-coté? Je trouve surcoté. Par contre, j'ai vu des chiffres il y a pas longtemps. J'ai vu flou, quoi. Ah ouais? Mais sinon, je trouve. Ouais, mais sinon, je trouve surcoté de ouf. Beaucoup, en fait, problématique, c'est que c'est connu par tout le monde, donc je trouve énormément de travail pour le peu que ça gagne. Mais apparemment, tu peux quand même faire des sous avec. Vu ce que j'ai vu la dernière fois, franchement, stratosphérique. C'est quoi des Jamais de la gros vie, j'aurais sous pensé avec que Amazon? c'était possible. Franck qui pose les questions qui fâchent, là. Ou c'est 5? Je sais plus. De quoi mensuel? Ouais, Ah, mais il était à plus de 5. Large. ok. Bon, alors moi, pour répondre à la question, on pourrait être tout à fait honnête, si on m'avait posé la question il y a 6 mois, j'aurais répondu sous-coté, j'aurais même peut-être un peu chié à la gueule des gens qui vendent l'affiliation Amazon comme une solution viable. Et en fait, un peu comme Anto, on a fait des rencontres récemment qui font que j'ai changé mon fusil d'épaule et sans forcément avoir vu les chiffres, voilà, je considère que le potentiel est toujours là. Je considère que c'est un très bon moyen, par contre, de débuter pour les gens qui se mettent, par exemple, à l'affiliation. Pour se faire la main, c'est génial. Je trouve ça bien de commencer par de l'affiliation Amazon pour plein de raisons. Mais ça permet de partir sur vraiment des trucs très nichés, de se faire la main, de faire ses armes sur des trucs peut-être un peu plus simples. Et voilà, je pense aussi, comme Anto, qu'il y a moyen de faire des belles choses. Par contre, je dirais que c'est assez rapidement moins intéressant, à mon sens, que certains programmes d'affiliation qui rémunèrent mieux et qui sont complètement en dehors d'Amazon. Encore faut-il les connaître, encore faut-il ça. Voilà, ça englobe pas mal de problématiques. Mais... Et toi, Franck? Moi, je trouve ça grave surcoté. J'étais pas au courant qu'il y a des gens qui tournent si fort que ça. Enfin, moi, j'avais déjà entendu des trucs à... le max, je connaissais quelqu'un qui tournait à 15 000 par mois avec de l'affi Amazon. De souvenir, ça n'a pas forcément duré très longtemps. Je me rappelle plus exactement. C'est cool, mais ça représentait une sacrée quantité de travail, de quantité de rédaction et trucs comme ça. Donc, en fait, je me disais que si le temps de travail avait été mis dans des niches ou des affiliations plus rémunératrices, je pense qu'il aurait été à 50K mois et pas 15 en fait. Mais peut-être que je me plante. Peut-être aussi qu'il allait taper plein de micro-niches, donc du coup il rankait facilement. C'est peut-être ça aussi la force d'Amazon, c'est d'aller chercher peut-être des trucs qui sont, on va dire, peut-être moins connus. Et puis surtout, tu peux faire de l'affiliation pour énormément de choses et tu peux facilement être sur la plateforme Amazon Partner alors qu'il y a plein d'affiliations où c'est super chiant d'être sur les plateformes d'affiliation. C'est accessible à tout le monde en fait. Donc c'est la force. Business YouTube, surcoté ou sous-coté? Ah, sous-coté. Sous-coté, je pense qu'il y a, comme on l'a dit dans l'épisode, d'ailleurs on vous invite à aller l'écouter, qu'on a fait directement dédié à YouTube. Je pense qu'il y a plein de choses à faire sur YouTube. C'est sous-coté parce que pour le coup, je trouve que sur YouTube, on a une visibilité sur les 10 prochaines années, ou enfin sur les prochaines années en tout cas,
qui est plus claire et plus sereine, plus stable à mon sens que sur Google par exemple, avec des gros changements majeurs qui arrivent dans l'algorithme sur les résultats de recherche naturelle qui peuvent potentiellement faire mal avec des bardes. Et au-delà de ça, c'est plus facile aujourd'hui de se positionner sur YouTube que de se positionner sur Google aussi, plus rapide. Et on peut assez facilement, à mon sens, se différencier et faire mieux que ce qui existe. Parce qu'en fait, quand vous tapez typiquement des requêtes affiliées, si aujourd'hui vous avez des sites affiliés par exemple, allez voir si les produits que vous vendez en affiliation sont aussi vendus sur YouTube. Il y a de fortes chances que ça soit le cas. Si c'est pas le cas, c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'il faut absolument que vous le fassiez pour prendre la place rapidement. Mais si c'est le cas, vous verrez que la plupart du temps c'est des vidéos qui sont un peu dégueulasses, quoi. Donc il y a une voix off, c'est dépersonnalisé. Si ça se trouve de temps en temps la voix c'est même une voix d'IA. Et en plus de ça, vous avez des images libres, enfin pas libres de droit, mais des images fournies par les marques pour faire la promo de ce qui est vendu. Donc ça fait vite cheap. Et je pense qu'aujourd'hui, au même titre qu'une page optimisée pour les EAT dans le moteur de recherche de Google, par exemple, on prend l'exemple de Anto qui demain il a un site de canne à pêche et il teste ses petites cannes à pêche, il fait des petites photos, tu vois Anto avec sa canne à pêche et tout, et tu dis ah putain il l'a vraiment testé, il est trop sympa Anto. Et Google aujourd'hui il cherche ça, et sur YouTube ça va être beaucoup plus facile à mettre en place, à créer une relation et d'avoir ce côté EAT qui est intégré au contenu. Et je pense vraiment que ça fait une grosse différence et que c'est un très bon biz. Et il y a d'ailleurs des mecs qui scale les chaînes YouTube sur différentes thématiques, donc sur la pêche, sur plein de trucs, et sans forcément faire des vlogs où ils vont pêcher, mais juste les mecs qui vont aller, tu vois, montrer, bah ça c'est une belle canne à pêche, là, elle est super, on la teste comme ci, comme ça, et les gens qui cherchent des avis concrets sur du matos, ils ont des vidéos de qualité qui leur... voilà. Je pense, alors c'est un peu particulier, mais là j'ai un exemple qui me vient en tête, même si je suis pas sûr que ça soit encore une fois le meilleur des exemples, mais une fille qui s'appelle Supercar Blondie. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ses contenus. Ouais. Elle est monstrueuse. Enfin, il y a énormément de volume de vues sur ces trucs. Et c'est une Française en plus, non? Ça serait ouf, hein, je pense pas. Non. Parce que je vois très bien, elle conduit des voitures à chaque fois, des prototypes et tout, là. Ouais, mais tout est en anglais, non? Ouais, c'est en anglais, mais je sais pas pourquoi. Je m'étais dit que c'était peut-être une Française. Je sais plus pourquoi. Ça serait oufissime, mais dans ce cas-là, ça serait chouette d'avoir une interview en français d'elle. Mais franchement, et du coup, énorme business. Et elle présente des supercars, des trucs comme ça. Alors évidemment, elle fait sans doute pas d'affi sur de la supercar. Par contre, je peux vous dire que elle doit prendre un chèque de zinzin à chaque vidéo pour aller présenter justement des concepts, des nouveaux trucs. Souvent, c'est des produits qui sont vraiment dédiés aux ultra riches. Donc là, je voyais il n'y a pas si longtemps, par exemple, un mec qui disait qu'il faisait des prestations juste pour les gens qui louent des yachts. Meilleure idée du monde, quoi. Tu peux les soulever en termes d'abonnement MRR parce que les mecs, ils n'ont pas du tout la même notion de l'argent que ton boulanger du coin à qui tu veux vendre du lien, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil. Elle s'est positionnée sur un marché d'ultra riches. Et voilà, en réalité, c'est un peu anecdotique, mais voilà. Ok. Ouais, moi, YouTube, pareil, sous-côté, je pense. En fait, l'avantage, c'est qu'en fait, la barrière à l'entrée est tellement plus compliquée que c'est ce qui fait qu'il y a sans doute encore une grosse place à prendre. Et c'est marrant parce qu'un Stan Leloup, par exemple, expliquait déjà il y a 3 ans que YouTube était toujours un Eldorado. Et en fait, aujourd'hui, je pense que YouTube est toujours un Eldorado. T'as toujours des tonnes de choses à faire, t'as toujours moyen de te positionner dans ta niche un peu en tant qu'expert assez rapidement. Et hier, je suis tombé sur une niche, je sais pas pourquoi, j'ai été mis en... Enfin, j'ai reçu un truc d'un mec qui était coach pour les thérapeutes et qui leur apprenait à se développer via le web. Et le mec, il s'est lancé il y a 1 an et demi, 2 ans. Il a 10 000 abonnés et à mon avis, il tourne très très bien avec son truc. Parce que c'est une micro-niche où les gens doivent avoir une douleur qui est qu'ils ont fait une reconversion pro à 50 ans pour devenir thérapeute en je sais pas quoi et qui n'arrivent pas à avoir de clients dans leur ville.
Et eux, il leur apprend à choper leurs premiers clients, je pense. Et c'est une vraie problématique. Et c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il y a clairement moyen de se positionner sur beaucoup de choses. D'autant plus quand il y a des nouvelles trends, je pense qu'il faut rapidement se mettre dessus pour réussir à en profiter. Ouais, d'ailleurs, j'y pensais ce matin, ça me fait penser en voyant l'état de mon Twitter où il y a de plus en plus de gens qui cherchent à se positionner avec le personal branding, et ils ont raison. Nous, on le voit, hein, rien qu'avec les Wizards, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est extrêmement puissant et c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, contrairement à encore une fois, un algorithme où c'est plus compliqué de voir sur le long terme. Et en fait, là, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère. Il y a quelques années en arrière, je me souviens qu'il y a, on va dire 7-8 ans, les gens, typiquement, même ceux qui vendaient de l'infoproduit, ils étaient pointés du doigt. Et je vais le dire honnêtement, il fallait avoir des couilles à l'époque pour se positionner et vendre un infoproduit. Parce que c'était pas du tout le même game qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu mainstream, il n'y a plus vraiment de frein à l'entrée, de blocage, parce que même s'il y a une partie des gens qui continuent de penser que les infoproduits, c'est de la merde absolue, qu'il n'y a rien de bon, qu'il faut tout jeter, la réalité, c'est qu'il y a une grosse partie qui ont été un peu évangélisés à tout ça et qui sont des consommateurs d'infoproduits, qui ont conscience que tous les infoproduits ne sont pas des trucs de merde. Et en fait, il y a vraiment un changement qui s'opère en ce moment, je trouve, par rapport à ça. Et donc, tout ça pour dire que sur YouTube, comme tu dis, il y a de plus en plus de portes. Et encore une fois, je le répète souvent, mais si vous avez une idée, un truc où vous dites ça serait bien que je fasse ça, vraiment réfléchissez pas trop, allez-y, parce que j'ai un peu l'impression que tout va vite et que les opportunités, il y en a beaucoup, mais ça va être de plus en plus compliqué. Plus vous attendez, entre guillemets, plus ça sera potentiellement compliqué d'aller chercher les opportunités que vous pouvez aller chercher dès aujourd'hui. Voilà. Bah, pareil, sous-côté, je pense que c'est un peu comme le SEO local, de toute façon, vous avez tout dit, mais c'est des bonnes opportunités pour commencer et tout. En vrai, t'as pas trop besoin de connaissances, tu trouves une petite niche, tu peux commencer à faire tes armes, tes premiers sous facilement, quoi. Voilà. Faut juste apprendre un peu le montage vidéo et des trucs de base, mais sur YouTube, il y a tellement de tutos Ouais. que je pense que c'est pas... faut se forcer au début à apprendre un peu, quoi. Bon bah écoute Franck, tu vas être content parce qu'on se rapproche de plus en plus du format d'Oussama avec son podcast Sans Permission. On est à 1h02 de podcast. Voilà. Content. On va arrêter là du coup. On va arrêter là. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. On espère que ce type de format continuera de vous plaire. Alors, tous les podcasts ne seront pas des surcotés, sous-cotés. D'ailleurs, on va commencer très bientôt à faire des podcasts un peu différents, potentiellement en invitant des gens. Voilà. Mais vos retours sont toujours très importants pour nous. On vous rappelle que dans la description, vous pouvez vous inscrire à l'event des Wizards, en tout cas vous préinscrire pour témoigner votre intérêt. Et on vous invite, comme d'habitude, à laisser les petites étoiles sur Spotify, à vous abonner. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut!